On va parler maintenant de ces recherches qui ont repris aujourd'hui pour tenter de retrouver l'épave du MH370 disparu il y a 11 ans. Vous le savez, ce Boeing a disparu alors qu'il devait rejoindre Pékin depuis Kuala Lumpur. 239 personnes sont mortes dans ce crash. C'est une entreprise britannique, Oceans Infinity, qui lance donc de nouvelles opérations, cette fois au large de l'Australie. C'est la 3e expédition en quelques années. L'espoir est grand pour les familles. On sera dans quelques instants en ligne avec Ghislain Watrolos, qui fait partie des familles des victimes, seules victimes françaises de ce crash. Mais d'abord, pour bien comprendre que ces recherches qui reprennent, regardez ce sujet LCI. Après plusieurs années d'arrêt, de nouvelles recherches pour tenter de comprendre les circonstances de la disparition du MH370. Plus de 11 ans après la catastrophe, une nouvelle zone sera explorée à partir d'aujourd'hui. La société Ocean Infinity s'apprête à scruter un périmètre large de 15 000 km² dans le sud-est de l'océan Indien, situé à plus de 2000 km des côtes australiennes et de la ville de Perth. C'est dans cette zone que le MH370 a effectué sa dernière demande de connexion par satellite. Un nouveau chapitre pour les familles de victimes. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à l'avion, pourquoi il a fait demi-tour et où il est aujourd'hui. Si elle parvenait à retrouver l'épave, la société Ocean Infinity touchera 70 millions d'euros du gouvernement malaisien. En 2018, elle avait déjà engagé des recherches en mer qui n'avaient donné aucun résultat. Alors pour bien comprendre, on va évidemment regarder cette carte sur ces recherches qui reprennent aujourd'hui. On est environ à 15, dans une zone de 15 000 km². On a besoin de vos lumières, Général Patrick Dutartre, évidemment. C'est un crash d'avion qui fait couler beaucoup d'encre. On a beaucoup de mystères encore aujourd'hui, 11 ans après. Est-ce que pour vous, déjà, cette zone peut être probable pour retrouver l'épave ? Alors c'est difficile parce que je n'ai pas travaillé directement sur les paramètres du dossier, mais c'est vrai que ce dont on parle, c'est le plus grand mystère de l'aviation civile commerciale du XXe siècle, hein, enfin même du XXIe siècle en même temps. C'est-à-dire que de l'histoire de l'aéronautique, on n'a jamais eu un aussi grand mystère, en dehors de petits avions qui sont perdus, mais là c'est un avion de ligne avec tous les moyens dont on dispose. Alors il y a beaucoup de théories, hein, et Ghislain a son opinion là-dessus, il va nous en parler, sur ce qui a pu se passer. Hein. Il y a certaines théories qu'on a pu écarter. Il y en a une qui pensait que l'avion serait détourné sur Diego Garcia et qu'il aurait pu être intercepté par les Américains, sentant cet appareil comme une menace. Alors que les choses soient claires, les Américains sont parfaitement capables d'intercepter un avion s'ils se sentent attaqués. Ils l'ont déjà fait dans l'histoire. Mais en l'occurrence, je ne pense pas, compte tenu de tous les éléments qui se sont passés. Pour ce qui me concerne, mais on en parlera tout à l'heure, une fois que vous aurez eu Justin peut-être, moi je pense plus à un incident technique compte tenu de la cargaison et compte tenu des éléments qu'on a pu avoir. Mais... Après sur la zone, on peut évoquer, mais moi je trouve que la bonne nouvelle de cette histoire-là, même si c'est certainement insuffisant, c'est qu'on continue les recherches et qu'on essaie de trouver, parce que tant qu'on n'a pas trouvé les boîtes noires, eh ben, on ne pourra jamais savoir exactement ce qui s'est passé. Et il y a un principe en aéronautique qui est très simple, hein, ce qu'on appelle la loi de Murphy. De Murphy's Law, si quelque chose s'est passé une fois, si vous ne faites rien, ça va se reproduire. C'est pour ça qu'en aviation, on cherche toujours à comprendre et on va dépenser des dizaines, peut-être même des centaines de millions de dollars pour essayer de retrouver cet avion. Et c'est justifié parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. Alors justement, on est en ligne avec Ghislain Watrolos. Bonjour, vous faites partie des familles des victimes. Je rappelle que votre femme et 2 de vos enfants étaient à bord de la Malaysia Airlines, de ce vol MH370. D'abord, la première question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, est-ce que ces nouvelles recherches vous donnent des espoirs ? Alors, je suis très content qu'on fasse des nouvelles recherches, puisqu'enfin on en parle, parce que ça fait quand même 11 ans que cela est arrivé, et ça fait, globalement, on ne sait rien de plus que la première journée. Cet avion a disparu, et on ne sait pas ce qui s'est passé, absolument pas. Maintenant, je ne crois pas du tout dans cette zone de recherche, et je peux vous expliquer rapidement pourquoi. Si vous remettez la carte que vous aviez mise au départ, ça veut dire que l'avion a traversé plus de 10 espaces aériens différents, que ce soit la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande, la Birmanie, Singapour, l'Inde et l'Australie. Savoir aucun de ces pays, et il y en a d'autres, parce que par exemple la Chine et les États-Unis surveillent cette zone comme le lait sur le feu. Donc il y a à peu près 10 pays qui auraient dû voir cet avion passer. Quand bien même il coupe ses communications, comme on l'a dit, les radars militaires sont faits pour voir des avions fantômes. Or, aucun des pays ne dit avoir vu passer l'avion, sauf la Malaisie.
Donc c'est vraiment très improbable. L'autre raison pour laquelle, c'est que ce demi-tour, je n'y crois pas, pour une raison très simple, c'est que ce demi-tour a été donné par 2 informations. Première information, un radar malaisien qui dit une semaine après, au fait, j'ai vu passer l'avion il y a une semaine, il y a à des milliers de kilomètres de là où on le cherche, donc déjà c'est assez louche. Et une société anglaise qui est très liée au service secret anglais, qui dit une semaine après, j'ai vu l'avion pendant 8 heures et grâce à mes satellites, je peux le suivre. Ce qui n'est pas fait pour ça. Et ils ont quand même mis une semaine à dire ça, et sachant que ces 2 informations-là qui sont clés, nous n'en avons jamais eu la preuve, ni les familles, bien sûr, ni les enquêteurs officiels malaisiens, ni l'enquête officielle française. Jamais Inmarsat n'a voulu donner ses sources. Donc, s'il ne donne pas ses sources, c'est vraisemblablement, il n'y en a pas. Donc, on n'a aucune preuve de ce demi-tour, donc je ne crois pas du tout, et je peux vous en donner plein, des choses comme ça, à cette zone de recherche. Alors justement, comment vous expliquez le fait que cette entreprise Oceans Infinity se précise, entre guillemets, cette zone de recherche de 15 000 km²? Est-ce qu'à votre avis, ils ont des éléments? Comment ça se fait qu'ils vont rechercher dans cette zone? C'est pas eux qui décident la zone. En fait, tout le monde part de ces données Inmarsat. C'est ça le problème. Mais pour savoir que vous prenez des données Inmarsat qui vous disent l'avion, il est sur un arc de cercle, en fait. Et en fait, à partir de là, vous devez prendre des hypothèses du style, il allait à telle vitesse, il était à telle altitude. Et c'est pour ça que tous les 2 ans, il y a un nouveau groupe de travail très sérieux, mais qui part de ces données Inmarsat, qui pour moi sont fausses, et qui dit, ah ben non, la zone de recherche, elle est un peu plus au nord ou elle est un peu plus au sud. Mais voilà comment ça se passe. Moi, ça prouve à chaque fois à quel point c'est complètement... on fait n'importe quoi, puisque tous les 2 ans, on a une nouvelle zone, et on dit c'est un peu plus au nord, c'est un peu plus au sud, mais en fait, c'est pas là, on fait semblant de chercher. Quant à la Ocean Infinity, ce sont des chercheurs de trésors. Donc, c'est des gens qui se font un coup de pub tous les 2 ans. Faut savoir que la dernière fois, oui, ils ont fait la même chose, ils n'ont pas été payés, mais c'est des gens extrêmement peu transparents. Vous, journalistes, vous devriez demander à monter sur ce bateau. Il n'y a jamais de journalistes, il n'y a jamais de famille, il n'y a jamais personne sur ce bateau. Et la dernière fois, sachez que pendant 3 jours, ils ont coupé toute communication, comme par hasard. Ils avaient dû trouver une épave, ils avaient dû trouver un trésor, ils ne voulaient surtout pas savoir où ils étaient. Donc c'est des gens très peu transparents qui se font un coup de pub, c'est des chercheurs de trésors. Voilà, c'est tout. Ghislain Waterlos, il y a Magali Barthez qui veut vous poser une question. Je voulais vous demander tout simplement votre conviction à vous, en tous les cas, d'après vous, où est-ce qu'il faudrait chercher cette épave? Pourquoi est-ce qu'on se trompe? Pour moi, il n'a pas fait demi-tour, parce que j'en ai pas de preuves. Donc pour moi, il a disparu au bout d'1 heure. Au bout d'1 heure, il passait les communications. Donc c'est là qu'il a disparu. C'est le point de départ là que vous montrez. Ouais. C'est au bout d'1 heure, il a disparu. Vraisemblablement, il a été abattu. Encore une fois, il y a des gens qui ont apporté des preuves, qui ont vu des boules de feu dans le ciel à cet endroit-là. Il y a la télé vietnamienne qui a montré, il faut savoir qu'il y a une marine américaine, il y a une flotte américaine qui est sur place à ce moment-là parce qu'il y avait des manœuvres américaines avec la Thaïlande et la Malaisie, qui a vu des bateaux américains ramasser des débris. Donc pour moi, il a été abattu à ce niveau-là, donc en mer de Chine et pas du tout là où on le cherche, au bout d'1 heure. Et pourquoi il a été abattu? Quand on regarde et quand on tire les fils de cet avion, on s'aperçoit que et le chargement est louche et les passagers sont louches. Donc il y a vraisemblablement C'est-à-dire, Ghislain Waterlos, c'est-à-dire qu'il y a un chargement qui a été mis sur l'avion dont on ne sait pas ce que c'est. Plus de 1000 kilos, dont on ne sait pas ce que c'est. La seule chose qu'on sait, c'est que ça n'a pas passé la douane et ça a été mis sur l'avion par des Chinois, par exemple. L'autre chose, c'est qu'on nous avait dit qu'il n'y a pas d'experts aéronautiques dans cet avion. Or, l'enquête de la France a prouvé qu'il y avait des experts aéronautiques juste sous le SATCOM. Alors, il faut savoir ce que c'est que le SATCOM. Le SATCOM, justement, c'est ce qui est au-dessus de l'avion. C'est une petite antenne qui donne des informations à Inmarsat, justement, qui communique avec Inmarsat. Il y a juste quelqu'un sous le SATCOM. L'enquête française a prouvé qu'il suffit d'acheter un petit objet sur Internet pour pouvoir pirater ce truc-là. Donc, il y a plein de trucs. Tout ce qu'on tire, on s'aperçoit qu'il y a des gens et il y a 10 ingénieurs d'une société américaine qui sont des ingénieurs extrêmement pointus dans des techniques d'armement et de suivi des drones qui sont dans cet avion. Et bien évidemment, la société n'a jamais communiqué sur le fait qu'elle ait perdu 10 ingénieurs le même jour dans un avion. Ghislain Waterlos, quand on vous écoute, on a quand même le sentiment que vous avez le sentiment qu'on cache quelque chose. Mais qui cacherait la vérité?
Moi, je vais vous dire une chose. Qui cacherait la vérité? Le lendemain, le FBI est à Kuala Lumpur et va chez le pilote et prend le simulateur de vol du pilote. D'accord? Pourquoi le FBI est dès le lendemain et prend le simulateur du pilote? Ils n'ont rien à faire dans cette enquête. Sachez que le FBI n'a jamais rien versé, aucun dossier à l'enquête, ni aux Malaisiens, ni aux Français. Ils n'ont jamais voulu communiquer ce qu'ils ont fait. Donc dites-moi pourquoi le FBI... Donc il est évident que les Américains sont à la manœuvre. Les Américains sont à la manœuvre dès le lendemain. Ce sont les Anglais, donc une société très liée au service secret anglais, qui disent où est l'avion avec des soi-disant données Inmarsat dont on n'a pas la preuve. Donc pour vous, ce serait Washington, ce serait les Américains qui auraient abattu cet avion, si je suis un petit peu votre raisonnement. C'est eux qui sont à la manœuvre, oui. Et en tout cas, ils savent parfaitement où est l'avion. Je vais vous donner une autre preuve. Il y a 2 AWACS sur zone à ce moment-là, et ça j'en ai la preuve. Il y a 2 AWACS. Donc les AWACS, c'est ces gros avions de surveillance avec des champignons sur la tête, là, qui peuvent voir à 600 km à la ronde. Ces avions-là, ils voient quelqu'un sur la place de la Concorde sans problème. Eh ben, ces avions-là, ils savent exactement où est l'avion. Donc les Américains savent où est cet avion et ce qui s'est passé. Et c'est eux qui sont à la manœuvre pour maquiller les preuves. Donc maintenant, vous en tirez la conclusion que vous voulez. Général Patrick Liotard, vous êtes également le spécialiste aéronautique sur ce plateau. Quand vous entendez ce témoignage de Ghislain Wautrelos, quel est votre sentiment sur cette affaire? Alors moi, je n'ai pas tous les éléments que Ghislain. Il faudrait qu'on vérifie. Par exemple, s'agissant d'un AWACS, pour info, c'est l'AWACS français qui a retrouvé le Rio-Paris. L'AWACS de l'armée de l'air et de l'espace qui est allé sur zone et lui, grâce à un système de détection, a trouvé des débris et qui a permis de retrouver en fait là où le Rio-Paris avait disparu. Et donc c'est pareil, des capacités extraordinaires. Là, je ne sais pas d'où tient ces informations, Ghislain, mais c'est rare que les radars américains se situent dans cette zone-là, où il faut qu'il y ait vraiment une bonne raison, ou alors ils sont plus proches de Taïwan, par exemple. Donc il faut regarder en détail sur les cartes. Est-ce que ce soir-là, en pleine nuit, ils étaient là? Effectivement, s'ils étaient là, ils pourraient avoir une trace radar de l'appareil, du MH370. Encore faudrait-il qu'il soit. Donc il faudrait regarder. Moi, je n'ai pas les données à ce moment-là. Les Américains sont capables, malheureusement, de nous faire des choses parfois incroyables. Moi, je doute un peu là-dessus, Ghislain, parce que si cet appareil comme ça fait demi-tour, moi, je regarde la carte, bien sûr, hein, il n'y a pas beaucoup de radars militaires, en fait, qui peuvent détecter ça, parce qu'il faut encore qu'ils soient en marche pendant pleine nuit comme ça, qui sont en train de surveiller l'espace. Regardez, vous voyez la trace que l'on voit sur le... Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais vous voyez, quand vous effectivement, au-dessus de la Malaisie, si on voit la carte, si on zoome un peu tout là-haut, on voit bien que là, oui, effectivement, il peut y avoir une détection de l'espace aérien malaisien avec des radars militaires. On est encore au-dessus du territoire malaisien. En fait, voilà, c'est ça. mais après, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il monte au niveau du Cambodge. Mais s'il a fait demi-tour, il est hors zone pratiquement. Donc hors capacité de détection des radars militaires. Encore faut-il que ces radars soient en fonctionnement à ce moment-là. Encore faut-il qu'il y ait des opérateurs derrière ces radars. Et après, en mer, il n'y a plus personne qui surveille. Donc tout est possible, hein, je le dis pas, mais personnellement c'est pas l'opinion que je défends. Moi, ce qui m'a troublé, en tout cas Ghislain, dans cette histoire, c'est les batteries ion lithium qui étaient à bord et qui ont une capacité à s'enflammer de manière incroyable. Et donc, je pense que l'hypothèse aussi d'un accident à bord, c'est-à-dire d'un court-circuit, c'est comme si d'un coup sur ce plateau-là, pouf, il y a un incendie qui se déclenche qui fait sauter tous les plombs. Vous voyez, et ça peut se passer comme ça, dans certains cas, dans les avions, mais extrêmement rare, évidemment. C'est pour ça qu'il faudrait avoir les boîtes noires. C'est aussi une hypothèse, pour moi, c'est l'hypothèse que je défends. Et puis, dernière chose, Ghislain, vous voyez, si vraiment l'avion avait été abattu par un missile américain, ce qui est pas impossible, hein, ça aurait mis des débris partout. Et des débris partout. Et ces débris, pour les récupérer, franchement, quand vous explosez comme ça à 15 mm d'altitude, il y en a, ça part en petits morceaux. Vous retrouvez des choses très caractéristiques sur les débris, alors que les Américains aient la capacité de les récupérer en partie, bien sûr, en totalité, je ne pense pas. Ghislain Wautrelos, est-ce que vous voulez réagir
Oui, enfin, je peux réagir sur les radars. Il y a des radars, et moi j'ai regardé tous les radars de la région, il y en a plein. Alors effectivement, le plus important, c'est le JORN, le radar australien, qui a été mis en service très peu de temps en avance. Et ben, quand on demande aux Australiens, donnez-nous les données du JORN, comme par hasard, il était en panne de ce jour-là. Je vais vous donner d'autres informations. Il y a Diego Garcia qui est pas loin, qui est la plus grande base américaine, qui est au sud de Sri Lanka, d'accord ? Hein, cette base américaine, elle a des possibilités de détection absolument énormes, et notamment, elle a ce qu'on appelle des hydrophones dans l'eau. C'est fait pourquoi les hydrophones ? C'est pour vérifier les essais nucléaires dans l'eau. Et bien, comme par hasard, et si un avion tombe dans l'eau, ils doivent l'entendre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça a déjà été fait, notamment pour le Rio-Paris. Et bien, ces hydrophones, quand on demande à Diego Garcia, ils nous disent « Ah, bah, ils étaient en panne ce jour-là. » Voilà tout ce qu'on nous répond. Tout était en panne ce jour-là. Moi, j'y crois pas. Et après, c'était quoi l'autre chose ? C'était effectivement, il y a des batteries qui peuvent s'enflammer. Mais expliquez-moi pourquoi, dans ce cas-là, l'avion continue à voler pendant 8 heures. Expliquez-moi pourquoi tous ces radars n'ont pas détecté l'avion. Et en général, quand l'avion est quand même capable d'émettre des alertes à ce moment-là. Tout n'explose pas comme ça avec des batteries. Il n'y avait pas tant de batteries que ça. C'était au fond de l'appareil. Ça aurait pu détériorer effectivement le fond de l'appareil, mais pas tout l'appareil. Merci beaucoup, Ghislain Waterloo, d'avoir été en direct sur LCI Direct pour évoquer ces nouvelles recherches. D'abord un mot, Magali, Ronald, très rapidement sur ce mystère. Pourquoi les Américains ont abattu un avion dans lequel il y avait 10 spécialistes pointus de drones? C'est la question qui me vient. Je ne savais pas qu'il y avait des Américains à bord. Pourquoi les Américains auraient abattu un avion dans lequel il se trouvaient des gens qui étaient très compétents dans un tel domaine? Magali, un mot sur ce mystère qui reste entier. C'est un immense mystère et c'est 236 victimes en fait. Oui. Et c'est là le drame en fait de ces familles, c'est que ce sont des familles endeuillées qui n'ont aucune réponse depuis 11 ans. Et en tout cas, on suivra bien sûr ces recherches sur LCI.